Merci beaucoup, Julien. Donc voilà, je m'appelle André Martineau. Dans la vie, je suis réalisateur de balado pour Radio-Canada Audio. J'ai un penchant pour l'histoire dans mes productions. Donc, j'utilise souvent, depuis très longtemps, le matériel d'archives sonores et Hmm, visuelles, ou le sonore du visuel. C'est souvent dans cet ordre-là que ça se fait. hmm. Je vais présenter mes invités ici qui sont avec moi sur scène. Donc, dans l'ordre, on a Brian Virostek, qui est archiviste audiovisuel aux archives privées à Bibliothèque et Archives Canada. Voilà. Bonjour. Donc, Brian. On a aussi de Bibliothèque et Archives Canada, on a Nicolas Sylvestre ici, Bonjour. qui est conseiller principal de programme à la Direction générale de la diffusion et engagement et ancien archiviste aux archives gouvernementales. Voilà, c'est Bonjour. ça. Et sinon, on a Anne-Claire Lenné qui est avec nous. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Anne-Claire, elle est directrice de Longueur d'onde, qu'on peut aussi nommer comme le Festival de la radio et de l'écoute à Brest, en Bretagne, qui a lieu chaque année à quel moment, Anne-Claire? Fin du mois de janvier, À la fin du mois de janvier. Donc, c'est ça. C'est un festival annuel qui existe depuis de nombreuses années. depuis 20 ans. Oui. Voilà. Donc, on a différents points de vue pour cette discussion sur les archives. Je voulais commencer par parler un peu de mon propre lien aux archives, faire un petit moment là-dessus pour mettre la table un peu comme c'est ça, comme entrée. Euh, Comme je le disais, j'ai participé à de nombreux projets. J'ai un balado d'histoire qui s'appelle L'Histoire ne s'arrête pas là, qui s'intéresse à des pans méconnus ou oubliés de l'histoire du Québec et du Canada. Hmm. Sinon, dans mes productions, j'ai travaillé sur, par exemple, des livres audio musicaux, donc des biographies musicales où il y avait beaucoup d'archives. J'ai fait un projet sur Lassa Dessela qui s'appelle Envoûtante Lassa. Très récemment, Jean Leloup de Grands instants de lucidité, donc un livre audio sur la vie de Jean Leloup. Le livre existait, mais ça a été mon travail d'ajouter des archives puis une ambiance sonore. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Puis, dans ce cadre-là, j'ai cherché dans les archives radio-canadiennes, mais aussi ailleurs. Et travaillant pour Radio-Canada, j'ai la chance d'être un peu assis sur une base d'archives qui est très riche. Et c'est ce qui fait que j'ai une facilité à ajouter des archives dans tous mes projets, mais je suis conscient aussi que les archives, c'est pas nécessairement toujours aussi facile que pour moi. Euh, mais ce que j'aime de l'archive, c'est que l'archive en elle seule, souvent, elle est pas si intéressante que ça. C'est-à-dire que écouter une archive seule, ça va pas nécessairement provoquer d'émotion ou ça va pas, et ça prend un contexte, ça prend une histoire. Puis moi, ce que j'aime, c'est de travailler ce matériau-là pour justement apporter un point de vue et le mettre en scène. Et là, je voulais commencer avec un exemple d'un épisode que j'ai fait sur un personnage originaire un peu de la région d'Ottawa-Gatineau. C'est Robert Campeau. Bob Campeau, qui est un homme d'affaires qui a construit plusieurs quartiers, qui a construit les maisons de plusieurs quartiers à Ottawa, qui a construit des édifices gouvernementaux aussi, à un moment donné, qui est devenu mégalomane, qui s'est mis à acheter des grandes bannières commerciales aux États-Unis dans les années 80, des grands centres commerciaux et tout ça. Et à la fin des années 80, a connu la plus grande faillite commerciale de l'histoire des États-Unis, donc Bob Campeau, un homme de la région. C'est intéressant parce que dans l'épisode que je lui consacre, à un moment donné, je fais une histoire qui est très précise avec le journaliste Alain Gravel, qui a rencontré Bob Campeau après sa faillite, qui est allé le voir en Allemagne. Et là, Alain Gravel décrit comment il a fait pour le convaincre de l'amener à son château en Autriche pour qu'il lui montre son château, alors que Bob Campeau, c'était un homme qui voulait vraiment pas montrer sa vie privée. Et là, c'est quand je parle d'utilisation d'archives, on a à la fois Alain Gravel, puis on a son reportage d'époque, et ces deux plans-là se superposent. Donc, je voulais commencer avec ça, comme mise en bouche. Alors, je pense que le son fonctionne. On y va. Dans une discussion informelle, il commence à me dire que ouais, moi
moi, je me tiens en forme. J'avais à l'époque 70, 71, 72 ans. Vous savez que je fais X nombre de longueurs par jour dans ma piscine. Je vous envoie de piscine. Je dis, oh, ouais, j'ai une piscine au 5e étage de mon château. Puis là, j'ai comme bon vendeur d'assurance. Je dis, M. Campeau, on peut quand même pas partir sans vous avoir filmé dans votre piscine. Puis là, les yeux, là, il est devenu les yeux grands. Ben oui, vous allez venir. Ben oui, c'est sûr. Uniquement parce que, tu sais, je pense qu'il y avait un peu de vanité là-dedans, parce qu'il voulait nous montrer au monde qui nageait, qui faisait des longueurs et tout. Là, il acceptait. L'homme qui habite ce château est un homme ruiné. Voici le fameux château autrichien de Robert Campeau. C'est un bâtiment évalué à environ 12 millions de dollars. On accède au dernier étage par un ascenseur. On retrouve là-haut une somptueuse piscine toute faite de marbre. À partir du moment où on a sorti le Kodak pour la piscine, c'est comme si les portes se sont ouvertes. Même à 74 ans, Robert Campeau s'y entraîne presque à tous les jours. M. Campeau, vous allez faire combien de longueurs comme ça? 200. Ça fait 3 km, point 2. Dans 65 minutes. Vous faites ça combien de fois par semaine? 4-5 fois. Ce qui est assez spectaculaire, sa piscine, c'est un couloir de 25 mètres en marbre. Puis là, le gars, là, il est supposé d'avoir tout perdu, lui, dans son aventure de Campeau Corp. Le bâtiment de Robert Campeau est tellement impressionnant que souvent les touristes qui visitent la région se demandent s'il s'agit d'un vrai château historique. Tout le design du château, vous avez dessiné le château. Design. Non, mais c'est vous qui l'avez convié. Là, ça devient un peu moins audible là, dans cette partie-ci. Mais donc, c'est ça. Ça, c'est le genre de choses que j'aime faire avec les archives. Raconter, superposer les niveaux, avoir des archives qui parlent, mais leur ajouter une dimension supplémentaire dans mes récits sonores. Et donc, c'est comme un aller-retour avec le présent et le passé. Mais par contre, l'archive a ses difficultés. D'abord, comment trouver de bonnes archives? Où les trouver? C'est certain que maintenant, on est habitué aux moteurs de recherche. On va sur YouTube. Même sur YouTube, il y a beaucoup d'archives. Mais est-ce que c'est bien classé? Est-ce que c'est les bonnes personnes qui parlent? Est-ce que c'est la bonne qualité? Est-ce qu'on sait à qui ces archives-là appartiennent? Donc, il y a cette partie-là. Et sinon, il y a les grandes collections institutionnelles. On va parler de celle de Bibliothèque et Archives du Canada, mais il y en a d'autres. Il y a Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Il y en a même à l'intérieur du gouvernement, dans l'appareil du gouvernement fédéral, il y a d'autres collections aussi. Puis il y a celle de Radio-Canada aussi. Puis il y en a d'autres en France. On va pouvoir parler de ce qui se fait du côté français. Et sinon, les archives, c'est souvent synonyme de lourdeur administrative, lourdeur un peu lourdeur légale, comment on s'y prend. Donc, ça peut être intimidant aussi pour les créateurs. Donc, c'est un peu cette discussion-là que je veux avoir aujourd'hui avec Brian, Nicolas et Anne-Claire. Et je commencerai avec Anne-Claire. Je trouve ça intéressant de parler de ton rapport aux archives parce que le Festival Longueur d'onde, une de ses dimensions, c'est de valoriser l'histoire de la radio. Hein? Donc, nécessairement, chaque année, il y a toujours une présentation d'archives ou d'émissions du passé ou ce genre de choses-là. Oui, c'est vrai que quand le festival est né dans les années 2000, en 2003, il y a d'emblée eu un partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel. Tout simplement parce que les fondateurs du festival, donc qui étaient 4 amis, étaient aussi des grands auditeurs de radio. C'est vraiment des gens qui avaient été biberonnés à l'écoute de la radio publique et ça avait vraiment nourri leurs imaginaires et nourri leur rapport aussi à l'écoute. En fait, leur rapport à l'écoute, il était vraiment matiné de cette mémoire en fait d'émissions marquantes avec des émissions d'actualité, avec des émissions aussi de création. Et ça a été d'emblée pour eux hyper important en fait de donner une place à l'archive au festival et de permettre aussi d'avoir des séances un peu
voilà, de plonger dans une émission mythique de la radio publique, de pouvoir faire rejaillir et partager un patrimoine radiophonique commun, enfin un patrimoine à des nouvelles générations aussi qui n'avaient pas forcément eu ce même rapport à l'écoute de la radio pour des questions de génération, tout simplement de parcours de vie. Et donc Lina a d'emblée été présente au festival pour venir éclairer des séances en fait avec des choix d'archives, mais aussi dans le cadre de carte blanche en fait pour venir sur une thématique donnée, sur le portrait d'une grande figure, mais aussi sur des thématiques plus transversales, venir apporter cette profondeur en fait de l'archive qui, c'est vrai, éclaire aussi le présent autrement et éclaire notre rapport aussi au format radiophonique et à la création radiophonique d'un nouveau jour. Puis quand on parle de l'INA, c'est l'Institut national de l'audiovisuel. Donc en France, il y a une espèce de dépôt légal de tout ce qui est audiovisuel public et tout ça se ramasse à l'INA. T'sais. Donc c'est peut-être une grande différence là qu'on va... Oui, c'est ça. L'INA gère les fonds de la radio et de la télévision publique et puis il se retrouve aussi à gérer depuis quelques années des fonds de radio privée, de radio pirate aussi, enfin les radios avant la libération des ondes de 81. Mais c'est vrai que c'est une institution qui est hyper importante et à la fois on a en France les mêmes problématiques qu'ici au Canada et au Québec sur la question de l'usage des archives, des droits, du rapport aux ayants droit. Mais néanmoins, c'est vrai, je sais pas comment ça se passe ici, mais l'INA fait aussi une démarche d'essayer de mettre en avant des fonds, de mettre en partage dans le cadre de programmation culturelle avec des partenaires associés qui peuvent être un partenaire tel qu'un festival, mais un musée qui va aussi concevoir une exposition et mettre en avant des archives. Mais pour autant, c'est une vraie question aussi pour les créateurs, quoi, de la question de l'usage de l'archive, du paiement des droits, et aussi de la durée d'usage en fait des archives. Oui, puis on va y venir avec quelques exemples tout à l'heure. On a d'autres choses à écouter aussi. Brian, je trouvais intéressant que tu es à la fois archiviste audiovisuel qui se concentre sur des collections privées, mais tu as aussi tu as une pratique aussi de cinéaste expérimental. Donc, tu comprends à la fois le côté du créateur puis le côté de la classification plus archivistique, là. Tout à fait. Avant de commencer à travailler à Bibliothèque et Archives Canada, j'ai fait de la recherche à BAC et trouvé beaucoup de vieux films, et je les ai incorporés dans une œuvre. Alors, je comprends un peu, la recherche à Bibliothèque et Archives Canada, mais aussi il y avait des enjeux de droit d'auteur ou de permission. Alors j'ai vu comment c'est possible, parce que à la fin nous avons réussi d'obtenir la permission même des grandes institutions comme l'ONF et CN Rail, je pense, oui. D'accord. Puis donc, tu t'occupes de fonds privés, et ça, c'est intéressant, c'est une distinction à faire, parce que Bibliothèque et Archives Canada, c'est toi qui s'occupe de fonds privés, ou c'est Nicolas? C'est ça, mais privé... Dans quel sens, pas pour privé? dire, oui, ce n'est pas secret. Ouais. Privé veut dire non gouvernemental. C'est ça. Donc, des donations... qui ont venu des organismes sans but lucratif, des compagnies et des personnes privées. C'est ça. Comme moi, j'ai un exemple. J'ai travaillé plusieurs années à l'émission Aujourd'hui l'Histoire, puis à un moment donné, on voulait avoir un élément sonore qui était dans le fond d'Alain Stanquet. Et Alain Stanquet a donné ou vendu, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais son fonds se retrouve à Bibliothèque et Archives nationales du Canada. Et même s'il est toujours vivant, on y a accès, puis on peut aller consulter ses archives. Et là, il y avait une conversation dans le bureau de Jean Drapeau avec Pax Plante, enregistrée par Alain Stanquet à une autre époque. Mais tout ça, c'est donc un fonds privé, ça. Ça fait partie de la collection privée. Et aussi, des fois, il y a des personnes privées qui fait des dons, des documents gouvernementaux aussi. Alors ça, c'est une façon des fois de trouver des documents avec des conditions d'accès différentes. Ouais. Donc Nicolas est du côté des archives gouvernementales, puis quand on parle de Bibliothèque et Archives du Canada,
on pense plus aux archives gouvernementales. En fait, on pense que c'est un entrepôt essentiellement avec des formulaires puis tout ce qui a été fait comme paperasse depuis 1867. Là. Mais en fait, qu'est-ce qu'on retrouve d'audiovisuel? Oui, j'ai fait une petite liste. En effet, on en a beaucoup des formulaires et de la paperasse. Et malheureusement, souvent, c'est difficile de trouver des documents visuels parce que c'était un peu une arrière-pensée lorsque les gens faisaient leur travail. Donc, peu de gens connaissaient dans les ministères, peut-être, ou faisaient de la production de ces trucs-là. Mais néanmoins, j'ai dressé une petite liste pour montrer le type de documents qu'on peut trouver dans un fonds gouvernemental ou dans plusieurs fonds gouvernementaux. Il y a des discours, des interviews, les audiences de commission royale, par exemple, la commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, la commission nationale canadienne pour l'UNESCO, là, juste si je voulais, comme exemple. Il y a des captations de conférences, les débats de la Chambre des communes. On a les productions de l'Office national du film parce que c'est national. Hein, donc, ils ont aussi leurs archives à Montréal, mais on a aussi... Est-ce que c'est une copie miroir? Il y a des trucs qu'on a, oui. Ils ont conservé seulement ce qu'ils ont sur pellicule maintenant à Montréal, du côté audiovisuel. Mais oui, on avait aussi, pour avoir une certaine redondance, pour conserver ces documents-là. Mais il y a aussi beaucoup de films qui ont été produits... commandités par des ministères. C'était produit par l'ONF, mais commandité. Donc, c'est pas, ils n'ont pas tous ces films-là à l'ONF. Là. Il y en a qu'on a seulement dans notre collection. Entre autres, des conférences de presse, notamment celles tenues au Théâtre national de la presse, là, les conférences de presse. On a des fameux scrums aussi. On a ça. Les incidents, comme de Transport Canada, on a beaucoup d'enregistrements, d'incidents. C'est moins joyeux, mais c'est des choses que dans des balados documentaires là, qui sont des fois intéressantes d'utiliser. Matériel éducatif, films documentaires, beaucoup d'interviews. Il y a eu plusieurs, à différentes époques, séries d'histoire orale. Donc, on a beaucoup d'interviews avec des hauts fonctionnaires dans différents ministères. Nous aussi, dans notre fonds... C'est-à-dire qu'on demandait à un haut fonctionnaire avant sa retraite exactement. De se déballer puis de tout dire ce qui lui passait par la tête. C'est super intéressant quand on cherche mais sur l'histoire des fonctions gouvernementales, puis l'histoire aussi. Il y a beaucoup de scientifiques dans ces séries-là, donc c'est sur la recherche au Canada. C'est vraiment intéressant. On a nous-mêmes à BAC, c'est un fonds gouvernemental comme c'est notre fonds, mais avec les donateurs, donc les gens qui donnent leur fonds à Bibliothèque Archives, on faisait des entrevues avec eux à une époque là, systématiquement, donc c'est aussi très intéressant d'avoir, parce qu'évidemment, s'ils donnent leur fonds, ils sont rendus à une certaine étape de leur vie où ils ont réalisé des choses parce que on dit tout le temps, c'est d'importance nationale, souvent ce qu'on acquiert à l'échelle de BAC. Donc, c'est vraiment, pour l'histoire de cette personne-là aussi, c'est très intéressant. Puis, les films produits au travers des travaux publics. Donc, aussi, à une époque, comme c'était centralisé, quand on voulait produire une publicité, une vidéo éducative pour expliquer, on allait à travaux publics. Eux, il y avait une équipe qui s'occupait de faire les contrats et tout ça avec des compagnies de production. Il y avait eux-mêmes des petites équipes de production. Donc, beaucoup de publicité. Celles des années 80 sont quand même très intéressantes. Juste pour rire. Oui, fait que tu sais, il y a vraiment un éventail de documents. Et sonore et visuel, mais qu'on peut apprendre à faire. Je pense qu'on va reparler un peu de la difficulté, c'est de les trouver. En fait, je voulais en venir à ça parce que quand on s'est consulté pour préparer cette animation-ci, ce panel, je voulais rendre concret un peu la recherche d'archives, puis c'est justement plus difficile que chercher sur YouTube ou sur Google, ou même que chercher dans un catalogue de bibliothèque. C'est-à-dire que si on cherche quelque chose, on n'aura pas tout de suite l'élément au bout. Puis Brian a dit, pour rendre ça concret, il faudrait montrer une recherche, comment ça fonctionne. Et là, c'est très concret. Puis je pense que les créateurs peuvent en tirer quelque chose, là. Mais Brian, tu avais comme un exemple de recherche que tu voulais nous faire en direct. Mais sur cet ordinateur. Faut dire, avec ici. toute la mise en scène ici, j'ai le sentiment d'être une prestidigitaire. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a déjà un onglet à la recherche, là, je pense le deuxième. Mais puis je commence en mettant un peu de musique. Oui. Si tu peux me suivre au onglet gramophone virtuel. OK. Voici un projet de numérisation et de
essayer de mettre en valeur. Et je pense que presque tout ici, dans cette base de données, est sans droit d'auteur. Donc, recherche. Et ça, c'est essentiellement de la musique, le gramophone virtuel, c'est quoi exactement? Je pense que c'est plutôt la musique, D'accord. mais... Donc, ici... Afficher les options de recherche avancée, contenu numérisé, MP3. Langue, français. Je vois parmi les options, il y a Real Audio aussi. Donc, c'est un site qui date d'une certaine époque. Donc, moi, j'ai sélectionné MP3. Mhm. Et c'est bon. Et pourquoi pas tous les chants? Chapeau. OK, d'accord. Pourquoi? Donc, 3 enregistrements. Nous avons notre choix de 2 chanteurs. Commencez avec Conrad Gauthier, folkloriste. Oui. Oui. Ben, il y en a 2 de Conrad Gauthier, en fait. Oui, c'est ça, Oui. le chapeau de paille. Et ensuite, sélectionner, télécharger MP3. Voilà, Conrad Gauthier. Donc ça, c'est un exemple de chose qui est accessible, qui est libre de droit, qui est... etc. Oui. Mais voilà, maintenant, je suis... on peut le laisser. Oui, on peut le laisser. même, Oui, bien sûr. Comme ça. Moi, je vais faire une recherche avancée pour trier les résultats, mais peut-être un peu de temps, Nicolas va vous montrer un des outils de recherche, qui aussi c'est une façon de trouver quelque chose parmi les milliards d'objets. On peut trier par sujet ici. On voit ici des archives sonores de poésie canadienne. Et il y a aussi une base de données, film, enregistrement sonore et vidéo. Mais moi... Oui, tu es un utilisateur avancé, Brian. Oui. OK. Donc, je suis là maintenant, recherche avancée. Première chose, je vais faire une recherche ici. Aidez-moi, archive ou bibliothèque. Qu'est-ce que c'est la différence? Mais une bibliothèque, c'est des documents qui ne sont pas uniques. C'est des choses publiées, les livres, des films. Si on veut visionner un film de Denis Arcand, on cherche dans la bibliothèque. Mais si on veut visionner des vidéos, des auditions des comédiens pour ces films, ça, c'est unique. Et on peut trouver ça aux archives, aussi les versions de ces scénarios aussi. Donc, recherche aux archives, collection, étape hyper importante, film, vidéo et enregistrement sonore. Et ensuite, support, enregistrement sonore, option, langue. Mais moi, je reste avec le franc. Non, déjà. Langue française. Oui. Et pour... Y a-t-il des Je pense émetteurs? qu'il a fait autocorrect pour Francis. Ouais. Et Voilà. je m'excuse, je ne trouve pas le CD. Ah, Français? OK. ouais, voilà. Et ici, y a-t-il des émetteurs de hockey? Non? Ah oui? Très bien. Donc, je vais faire une recherche pour Maurice Richard. OK, j'ai des résultats. Ici, avec les guillemets carrés comme ça, c'est un titre assigné. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le document n'avait pas de titre ou OK, d'accord. de travail. Donc, c'est un titre qui a été donné par l'archiviste qui a fait la description. OK. OK. Donc, Déclaration. Pas un titre original. Déclaration. Mais parlons
de l'accès. J'ai tombé sur ce document, cette entrevue aux archives privées sonores. On trouve beaucoup de l'histoire orale, des entrevues, des films amateurs aussi. Comme par exemple quelqu'un qui aurait chez lui plein de cassettes, qui a gardé plein de cassettes d'entrevues, qui a enregistré à la radio, qui a fait elle ou lui-même, et là, qui donne ça. Donc ça, c'est à quelque part. Bon, ça, c'est un exemple. Oui, et des entrevues inédites. Oui. Donc, voici une notice. Et c'est ça un peu notre métier comme archiviste, de recevoir une boîte de bobines de rubans magnétiques et trouver ces métadonnées pour justement donner à vous un accès, plusieurs portes pour accéder, l'année, le fonds, collection. Mais alors, peut-être, entrevue de Maurice Richard, affiché plus Butch Bouchard, Ted Lindsay, sa première blessure à la cheville. Et ça, c'est le sujet de mon balado. Oui. Oui. Et les blessures à la cheville oui, à travers l'histoire. Oui, oui. Mais regardez ici, conditions d'accès libre. Alors, tout le monde peut venir aux archives et demander ça en avance et on peut le consulter. Mais utiliser, parce que c'est 47, alors probablement les droits d'auteur sont expirés. Oui. Alors, c'est possible, mais je vois ici... C'est combien de temps les droits d'auteur, généralement? Mais il y a plein de règles qui se superposent. Il faut dire là, que je ne suis pas expert pour donner, mais si l'enregistrement sonore était fait avant... 2022. Non, c'était 1970, ah, oui, ouais. Probablement les droits d'auteur sont expirés. Après 70, probablement, ils sont toujours en vigueur. Restriction sur la consultation. Consultation est fermée pour les 7 disques de Maurice Richard Tour. Et reproduction, si j'aimerais avoir justement une copie pour intégrer dans mon balado, aucune reproduction. Donc, si on lit ça, c'est un peu confus, un peu contradictoire. Et regarde à la fin, moi, ça me fait rire. Voir contrat de donation dans le dossier. Allez, voir dans le contrat. Non, mais ça, c'est mon travail. Alors, si on regarde quelque chose comme ça, posez la question, demandez, écrire un courriel, est-ce que c'est possible? Et c'est mon travail d'aller chercher le contrat et déterminer les droits d'accès. Mais à mon avis, après 2006, c'est accessible, c'est ouvert. Mm-hmm. Alors, voilà un premier cas de figure. C'est ouvert, mais il faut le commander encore. Il n'y a pas le système où je peux cliquer, télécharger, puis l'avoir sur mon ordinateur directement. Alors, c'est pour ça, Nicolas, pourquoi j'ai sélectionné cette base de données, parce qu'en bas, il dit, vous pouvez réserver à l'avance, oui, visite, carte utilisateur, acheter une reproduction. Mais elle a l'air compliquée, mais c'est possible. Donc, je vous encourage. Oui. Mais en fait, dans les étapes qui restent, si on s'intéresse à la cheville blessée de Maurice Richard et qu'on veut obtenir cet enregistrement, qu'est-ce qui reste à faire? On a cette demande, on peut soit l'écouter sur place ou on nous l'envoie. Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'il y a à faire avant que moi je l'intègre à ma production d'histoire sur l'histoire des chevilles depuis l'Antiquité? C'est une bonne question. C'est les gens on a une équipe qui s'occupe de reproduction, on a une équipe de droits d'auteur. Jusqu'à tout récemment, ils enregistraient le fichier sur un CD. Là. Je sais que c'est archaïque où on est rendu. Et ils l'envoyaient par la poste. Mais
la compagnie avec laquelle on faisait affaire, notre sous-traitant, a fait faillite cette année. Ok. Donc, on était rendu... Le CD, c'est plus un modèle d'affaires. Non, en effet. On l'envoyait par un serveur FTP. À ce moment, je ne sais pas exactement où c'est rendu, surtout que je suis plus archiviste maintenant, donc je suis un peu retiré du processus. Mais juste pour reprendre quelques trucs que Brian disait, oui. C'est compliqué. En plus de gérer le droit d'auteur, il y a les droits des donateurs, comme Brian le mentionnait. Oui. Et Parce souvent, que chaque donateur, parce que là, on peut parle émettre de des multitude, conditions peut de émettre des consultation, de reproduction qui sont propres à ces documents. Même si parfois, ils sont c'est juste que sur des- certains documents. Ouais. C'est que des Steve qui peuvent aller Oui. consulter, par exemple, que des personnes dont le prénom est Steve. Ça pourrait être Seulement une dans la condition. deuxième semaine de mars. D'accord, Donc, d'accord. mais tout ça, pour dire que je vais faire le parallèle du côté gouvernemental, tous les documents produits par le gouvernement du Canada sont ce qu'on appelle les droits appartiennent à la couronne. Ces droits-là sont bons pour 50 ans. Contrairement au droit d'auteur là, qui, en 2022, est passé à 70 ans après la mort du créateur. Donc, en fait, pour revenir, tout ce qui tombait, avant c'était 50 ans après la mort du créateur. Donc, tout ce qui tombait sur les 50 ans avant 2022 est exempté, mais maintenant, c'est 70 ans après la mort du créateur. Donc, ça, c'est pour le droit d'auteur général au Canadien. Puis même, oui, c'est mélangeant parce que des fois, on peut voir, OK, le droit d'auteur devrait être échu, mais pourquoi il y a encore ces conditions-là? Mais parce qu'on a des centaines de milliers d'articles et malheureusement, ça se fait pas automatiquement quand on change même. Oui. Et des fois, la notice de droit d'auteur peut être changée, ça peut être marqué droit d'auteur échu, mais pourquoi les autres conditions sont pas ouvertes? Des fois, elles peuvent ne pas l'être, des fois, elles peuvent juste ne pas avoir été changées. Oui. Donc, ça vient, oui. Tout ça pour dire... Ne lâchez pas. Non, ne lâchez pas. Et écrivez. On a des équipes de référence chevronnées. Puis, Brian le disait, les archivistes, on est des professionnels de recherche. On aime ça, recevoir des questions. Des gens, on n'en reçoit pas tant que ça. Donc, les questions qui arrivent à nous, on est tout le temps... Ouais. Ça devient quand même prioritaire pour nous parce que le but de notre travail, c'est quand même de permettre l'accès aux documents qui se rendent aux gens. Puis souvent, les bons archivistes, ils vont trouver des choses à côté qu'on n'avait pas vues, puis qui vont pouvoir nous suggérer des éléments. Ça fait que ça c'est un autre plaisir de... D'autant plus, tu mentionnais l'importance du contexte là, en entrée de jeu, puis c'est tellement vrai. Puis malheureusement, comment nos systèmes sont faits, les éléments, les documents audiovisuels sont un peu séparés de leur fond. Donc, l'archiviste, c'est vraiment le maillon entre tout ça qui peut aider. Donc, tu sais, je veux dire, si vous avez des sujets ou vous tombez sur des documents, écrivez-nous. On a des gens qui sont là dédiés pour ça, pour répondre aux questions. Puis même souvent qui vont mettre en contact avec un archiviste. Puis après, la conversation se fait entre le client et l'archiviste là, et les chercheurs. Donc, Brian, je te demanderais de changer d'onglet, de le mettre à tout fou l'icône jaune. Ouais, voilà. Parce qu'il y a un exemple qui est intéressant, un exemple français, dans le cas où même avec l'INA, c'est parfois compliqué justement d'avoir accès aux documents parce que l'INA a un portail web où on peut visionner des choses, mais c'est la pointe de l'iceberg de ce qui est réellement disponible en arrière. Mais il y a des projets de valorisation qui ont déjà été présentés à longueur d'onde, Anne-Claire. Puis là, tu voulais nous parler de ce projet-là qui s'appelle Tout fout le camp, c'est ça? Oui, alors l'INA en effet a lancé des formes d'appel à projet il y a quelques années maintenant, ça c'était en 2019 il me semble, mais dans l'idée voilà, d'être aussi producteur de contenu et de pouvoir solliciter les auteurs désireux de s'emparer d'un corpus d'archives pour une production. Donc ils ont lancé un appel à projet et Manon Prigent a été une des autrices retenues pour cette série qui a ensuite été coproduite avec Arte Radio sur la question du langage, des accents, des expressions de la jeunesse à différentes époques. Et c'est intéressant de voir que l'Institut national de l'audiovisuel se pose aussi comme commanditaire en fait d'œuvres qui mettent en valeur le patrimoine radiophonique. Donc ça en est un exemple. On va écouter un extrait, c'est ça? On écoute à peu près première minute et demie environ. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Qu'en pense la jeunesse? Cette nouvelle émission est consacrée aux problèmes qui préoccupent la jeunesse. Ah, ça date d'où? Ça doit aussi avant 1980, sûr. Mais regarde comment il parle. L'Institut national de l'audiovisuel et les studios d'Arte et Radio sont heureux de vous présenter... Tout fout le camp, une série documentaire de Manon Prigent. Pour bien connaître un adulte, il faut remonter à l'enfance. La façon dont ils parlent, ils ont une prestance. Comment ça se fait qu'on a perdu cette façon de parler? Pourquoi a-t-on toujours l'impression que les gens parlaient mieux avant? Qu'y a-t-il derrière cet avant? Et qu'est-ce que les jeunes ont à voir là-dedans? Épisode 1, on est toujours le jeune de quelqu'un. Il y a comme une mélodie propre à chaque époque. Le cinéma, la musique, les médias gravent en nous un rythme, une intonation, une manière de placer sa voix. Cette petite musique, c'est ce qu'on pourrait appeler l'air du temps. Mais très vite, un air du temps en chasse un autre et l'on se dit « tout fout le camp ». Pourquoi notre manière de parler se transforme-t-elle autant? Pour ce premier épisode, écoutons les archives avec de jeunes oreilles. Vous n'êtes pas réunis pour vous ennuyer, j'imagine? Ah non, pas du tout, au contraire. Et en plus, au sein du club, nous avons toutes nos distractions personnelles. Ce que vous devez à votre propre imagination. Comme proposition, je trouve ça super intéressant parce que ça met en perspective deux époques ou plusieurs époques différentes sur la manière de parler. Puis moi qui est constamment dans les archives, je l'entends toujours comment les personnes à des époques différentes vont essayer de parler d'une certaine manière ou comment le parler va se transformer aussi. Les airs roulés sont quasiment disparus maintenant alors qu'il y a 20 ans, ça existait encore beaucoup, là. Oui, puis c'est vrai que là, il y a cette démarche aussi de donner à entendre des archives aux jeunes générations. Ça, c'est un truc aussi qui est quand même hyper important, en fait, de partager les archives, enfin de les mettre en commun. Donc, il faut trouver les stratagèmes pour le faire. Soit c'est des initiatives comme celle-là qui permettent de sortir aussi l'archive des endroits de conservation pour les mettre en partage. Et en tout cas, à longueur d'onde, nous, on a aussi cette volonté au travers de la valorisation des archives, c'est de donner à entendre ce temps qui passe et les similitudes et les différences. Et c'est aussi un projet presque d'éducation et de médiation aussi. La question de la médiation autour de l'archive, elle est super importante. L'INA, à ce titre, fait pas mal aussi de programmation culturelle diverses et variées. Et je sais pas comment ça se passe ici, mais aussi comment on va faire entendre des archives issues d'un territoire dans ce dit territoire pour donner d'autres échos, d'autres profondeurs aussi à l'archive et aussi aux habitants, quoi. Comment les habitants d'un espace peuvent se réapproprier l'archive, c'est super intéressant. Il y a un exemple, c'est la chaîne YouTube là, de Bibliothèque et Archives Canada. Parce que tantôt, on disait un des défis peut-être du site de Bibliothèque et Archives, c'est comment il y a une petite portion de l'ensemble qui a été d'abord numérisée. Hier, j'ai visité l'édifice à Gatineau, puis on nous disait que c'est à peu près 5% de la collection qui est archivée, puis qui est disponible en ligne. Je sais pas, ça doit être une fraction de ça encore. Là. C'est ça. Ça fait qu'il y a des initiatives de mise en valeur comme sur YouTube, là, par exemple. Puis ça, par exemple, on peut s'y plonger puis repiquer ça à volonté. Oui, c'est ça. C'est toutes des choses du domaine public qui sont sur la chaîne YouTube. Je sais que c'est dans les... depuis des années, on travaille à avoir un certain système de livraison pour les documents libres de droit en ligne. J'espère que ça s'en vient on va voir dans les prochaines années parce que moi aussi, quand je pointais des gens vers des documents où ça serait très utile. Mais il y a toute la question des droits d'auteur. C'est encore, quand on tombe dans les images en mouvement, c'est encore souvent plus compliqué, plus complexe parce qu'il y a plus de gens impliqués dans la production. Oui. Mais parce que si on parle de discours, d'images, puis la musique, c'est une autre part la musique, comme souvent elle est publiée, c'est dans la collection de bibliothèque. Donc c'est une autre chose.
complètement un autre volet, là. D'accord. Et puis, sinon, si on parle de collection, là, Anne-Claire m'a parlé aussi, ça c'est un autre onglet, là. Il y a un projet en ce moment en Bretagne de valorisation des archives de Yann Parentoen, qui est un espèce de géant du documentaire. Et ça, c'est une initiative autonome, indépendante, là. Oui, c'est vrai que c'est l'envie de partager ce travail de numérisation en fait autour du fond. Donc Yann Parentoen, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu le dieu du documentaire sonore en France, donc qui est mort il y a maintenant une vingtaine d'années. Et en fait, Yann Parentoen, il a été opérateur son à la radio, à Radio France, et il a eu l'occasion en fait de travailler. On l'appelait le tailleur de son, fils de tailleur de pierre. Originaire de Bretagne, du nord de la Bretagne, de l'île Grande. Et en fait, voilà, c'est quelqu'un qui a expérimenté un travail autour de la matière sonore assez singulier à l'époque. Et il a vraiment créé aussi une forme d'école du documentaire sonore à sa manière. Et il a inspiré beaucoup de créateurs à sa suite. Et en fait, il y a beaucoup d'œuvres de Yann Parentoen qui sont connues, qui sont encore partagées, même si la question des droits du point de vue des ayants droit de Yann Parentoen, à savoir ses filles, est toujours un peu délicate. Mais en tout cas, pour la petite histoire aussi, Yann Parentoen, il s'est beaucoup battu contre la compression en fait du son, ce qui fait que en fait pendant longtemps, ses ayants droit se sont aussi opposés à la diffusion de ses pièces à la radio pour des questions aussi de formatage et de compression du signal sonore. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Mais en tout cas, les puristes là. Vraiment. Voilà, on est un peu chez les puristes et à la fois on comprend pourquoi au vu de la qualité du travail et de la démarche. Mais Yann Parentoen a ses pièces et documentaires qui sont aujourd'hui composées, qui sont des pièces uniques. Et en fait, pendant des années 9 mètres cubes environ de matériaux se sont retrouvés à l'INA sur des palettes dont personne ne savait très bien quoi faire. Donc, c'est sorti des locaux de Radio France pour rejoindre l'Institut national de l'audiovisuel. Et puis, c'est resté là, en fait, en attente d'un jour où potentiellement quelqu'un se saisirait de ce corpus. Et aujourd'hui, ce corpus est arrivé dans une association dans le nord de la Bretagne, donc en face de l'île Grande où a grandi Yann Parentoen. Et c'est un centre de création musicale qui s'occupe de la numérisation de ces fonds qui sont composés de rushs, en fait, de tous ces éléments sonores que Yann Parentoen a enregistrés tout au long de sa vie et qui n'ont pas servi pour certaines de ses créations. Et donc Bastien Lambert est le référent de la numérisation du fond, donc travaille à ce jour à numériser ce corpus qu'il est en train de découvrir, parce qu'en fait 9 mètres cubes de matériaux, de bandes, c'est gigantesque, et à la fois il sait pas très bien encore ce qu'il va découvrir dans ce fond. Et aussi entre parenthèses toujours, mais il y a une forme de digression, mais il y a un créateur, enfin un électronicien qui a reconstitué une machine de lecture, un magnétophone à bande spécifiquement pour ce travail de numérisation à partir de composants qu'il a assemblés. Enfin voilà, ça réunit. Enfin c'est aussi une mise en avant du travail autour de la bande magnétique, de l'analogie, à la fois dans l'idée de travailler à la numérisation, à la conservation, mais aussi de renouer avec les pratiques artisanales, je sais pas aussi. Couper des rubans au rasoir. Voilà. En France, il y a aussi un retour, en tout cas l'envie de ne pas perdre les savoir-faire et les savoirs techniques autour de l'analogique, et aussi de reprendre conscience de ce qu'est le montage analogique. Aujourd'hui, beaucoup de créateurs sont face au banc de montage avec des possibilités infinies en fait de composer une pièce sonore, et il y a aussi une envie de renouer avec certains des usages analogiques pour réappréhender un peu la matière sonore autrement. Tout ça pour dire que ce travail de numérisation, il est en cours avec un travail d'indexation et de valorisation aussi de ce corpus qui permet de réexplorer l'œuvre de Yann Parentoen d'une nouvelle manière. Moi, ce qui m'intéresse toujours, puis ça, c'est un exemple de trésor de matériel qui est tellement imposant qu'on sait pas. Il y a plein de possibilités, puis en écoutant, on peut avoir des idées, tout ça. Si on veut faire, je m'adresse à Nicolas et Brian, si je veux trouver un trésor là, dans la collection de Bibliothèque et Archives Canada,
vers où je me tourne, qu'est-ce que je fais, tu sais, un autre exemple que j'aime bien, dont j'avais parlé avec Anne-Claire, c'est les gens qui enregistrent chaque jour de leur vie, qui enregistrent un journal personnel sur cassette. À une autre époque, ça se faisait facilement. Est-ce qu'il y a ça qui dort dans une boîte à quelque part, ici à Gatineau? Non, vous laisse y penser. Donc, d'une prestidigitaire, je deviens pirate pour trouver le trésor. Oui, peut-être c'est une façon de détourner notre propre focus un peu. Alors, comment faire ça dans une recherche dans les archives? Parce que moi, je travaille sur le cheville de Maurice Richard. Je suis hyper concentré sur ce sujet, mais comment juste détourner le regard un peu? Peut-être comme ça, je peux trouver d'autres choses. Alors, ici, nous avons cet enregistrement de Maurice Richard grâce au Robert Tremblay. Je vois le nom de fond. C'est probablement, mais c'est le donateur, peut-être le créateur, mais surtout c'est probablement le donateur. Et comment trouver l'autre chose qui était dans la boîte de Robert Tremblay? Donc, je prends le numéro d'acquisition. Donc, le numéro donné à tous les boîtes qui sont venus aux archives. Je prends ça, je sais, mais je peux le rappeler, c'est juste 8 chiffres. Oui, mais quand même. Donc, copier, CTRL-C. Oui, et donc, juste pour répéter, tout le monde cherchait dans... archives. Merci. Collection. Film, vidéo et enregistrement sonore. Merci. Et cette fois-ci, pour les termes spécifiques, je vais choisir le numéro d'acquisition. Wow. Bravo. Vraiment un public attentif. Non? Vous êtes sûr? Oui. C'est parce que Brian, c'est un professionnel. Il fait ça tous les jours. Je vais juste vérifier. Oui, vous avez raison. Tu doutais du public, Brian. Je cherchais un professionnel. Nicolas, tu m'as dit? OK. Regardez dans la boîte. D'une façon, on parle de regarder dans la boîte qui est arrivée aux archives, dans la même boîte. Donc, la parade sportive, on a vu ça déjà. Maurice Richard, entrevue extrait. Rue principale. Arthur Tremblay, bulletin de nouvelles. Rien, donc oui. là, c'est de partir de l'idée que Robert Tremblay, si c'était un gars assez intéressant pour avoir cette entrevue-là, peut-être que c'est quelqu'un d'assez intéressant pour avoir d'autres sortes de matériel curieux ou exceptionnel. Donc, Canadiens de Montréal versus Rangers de New York. OK. Oui, c'est complémentaire. Oui. Réaction des joueurs de Canadiens à la suite de la conquête de la Coupe Stanley. Mais aussi d'autres choses pas associées à l'hockey. Alors, c'est une façon peut-être de détourner notre regard et trouver quelque chose d'autre. Quand on fait de la recherche, on est toujours prisonnier des mots-clés qu'on utilise. Exactement. On part d'un mot-clé, on cherche quelque chose, mais c'est comme chercher dans une bibliothèque où tout à coup, le livre à côté de celui qu'on cherche devient intéressant. Donc là, c'est de trouver des façons de déjouer la base de données et de sortir. Ouais. Déjouer, exactement. Très bien. Et pour... as-tu l'onglet de la base de données? Parce que la base de données, film, vidéo et enregistrement sonore était une base de données séparée. Ça, c'est une autre porte d'entrée. C'est une autre porte d'entrée. Il y en a plusieurs. Maintenant, elle est intégrée à la recherche dans la collection générale, mais si tu descends, il y a beaucoup il y a les termes de recherche ou aide à la recherche, puis ça explique chaque champ de quoi il est composé. Oui. Puis ça, c'est très, très intéressant là, pour aider à la recherche, pour savoir où mettre certains termes, où chercher. Oui, et exactement, Nicolas. Et avant que j'ai commencé à travailler à BAC, quand j'ai fait mon recherche pour mon propre projet, cette page était vraiment
parce que ça peut aider à vraiment donner des pistes à gens. D'autres genres de découvertes. Mais oui, je reviens, ça c'est plein, mais oui, n'hésitez pas à envoyer des questions à nos services de référence sur des, tu sais, je dirais tout le temps commencer, il y a une liste de mots-clés, commencer la recherche avec ceux-là, mais pour aller plus loin, ils vont peut-être juste donner une petite clé qui va permettre d'ouvrir beaucoup la recherche. Puis, comme je disais, c'est ça le problème, puis tu me faisais penser quand tu disais comment chercher les trésors, en ce qui a trait aux archives gouvernementales, on les cherche nous aussi des fois. C'est pas toujours indiqué. Des fois, c'est 1 ou 2 documents audiovisuels parmi une boîte de documents textuels. C'est souvent le cas. Ils sont souvent pas indiqués dans les... À une époque, on nous transférait des boîtes sans vraiment avoir d'instruments de recherche, tout ça. Là, je parle de années 60, 70. Là. Donc, on cherche activement aussi. Là, on a une équipe avec qui je travaille qui s'occupe de la réévaluation des documents gouvernementaux. Ils ont des projets où ils cherchent activement des supports spécialisés, là, que ce soit cartographique, de l'art, des documents audiovisuels. Donc, eux, ils cherchent activement ça pour donner accès, en fait, à ces documents-là. On a fait un survol ça pour dire que c'est compliqué, malheureusement. Ouais, on a fait un survol de plein de ressources puis de façons d'entrer ou d'être en contact avec les archives. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, qui aimeraient... Parce que ça stimule toujours la curiosité. Il y en a quelques personnes, je vois. Donc, on va prendre le microphone. Peut-être ici, commencer par madame ici en avant, juste attendre le micro qui s'en vient. Donc, toujours selon le code bien établi dans le panel précédent, vous nommez, puis après, on vous écoute. Oui, OK, c'est bon. Je m'appelle Coralie, je suis réalisatrice. J'avais comme, mettons, 2 questions, mais ma première question, c'est genre, mettons que je fais un balado, puis, tu sais, parce que de ce que j'ai cru comprendre, c'est difficile d'avoir accès directement à l'archive. Fait que, en fait, ma question, c'est... Je veux juste être sûre d'avoir bien compris la présentation. C'est, mettons que je fais une recherche, je sais pas, là, sur n'importe quoi, les chevilles, là, mais j'ai pas accès directement au truc. Fait que là, il faut que je vous écrive pour vous dire, je cherche ça, pouvez-vous m'aider avec ça? Là, vous m'envoyez les trucs, moi, je cherche dans les affaires. Tu sais, comme, j'étais pas trop sûre d'avoir bien compris Il y a un système de panier où tu peux mettre des trucs d'un côté, et là, en créant un compte, envoyer la demande. Si j'ai... Pour l'avoir utilisé quelques fois, là, mais... La façon la plus facile... Si un document est libre d'accès, la façon la plus facile, en gros guillemets, là, parce que c'est de venir le consulter, mais c'est dans notre salle de consultation à Ottawa. Si il est libre de reproduction, alors là, ils peuvent... Ce qu'on faisait, quand je disais, ils le copiaient sur un CD. Maintenant, les documents, il y en a qui sont déjà numérisés. C'est ça, je sais qu'on les envoyait par un serveur FTP, mais c'était un projet pilote à l'époque, donc je ne sais pas exactement c'est quoi le mécanisme de livraison en ce moment. Mais si c'est libre de reproduction, alors il est libre d'accès. Normalement, je pense que le but, là, si ça se fait en ce moment, ça serait de le mettre sur un serveur FTP puis vous l'envoyer. Mais si je comprends le sens de la question, c'est aussi de, entre les deux, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, moi, mon point, c'est plus comme, autrement dit, il faut vraiment comme savoir qu'est-ce qu'on cherche. Tu sais, je pourrais pas dire genre, moi, j'ai envie de revaloriser les archives, genre tel sujet, ça m'intéresse, j'aimerais ça consulter. Puis là, une fois que j'ai vu comme plein d'affaires, je construis une œuvre à partir de ces archives-là. J'ai l'impression de la façon que vous parlez, c'est vraiment plus comme, OK, moi, genre, je m'intéresse vraiment aux chevilles. Puis là, j'ai genre un sujet très, très précis. C'est ça. Quand je parlais des services de référence, une question très générale pourrait leur être envoyée aussi. C'est pas nécessairement pour trouver un document comme tel. Parler, je m'intéresse à cet éventail-là, je cherche quel document pourrait contenir ce que je cherche, puis eux, ils vous aiguilleraient vers peut-être certains fonds, peut-être ensemble de documents là-dedans. Puis là, vous pouvez, dépendamment de la description qui est faite, si c'est assez granulaire, vous pourriez être en mesure de chercher là-dedans. Puis là, d'identifier les documents que vous voulez consulter. Mais souvent, il y a souvent c'est un back and forth. Un paquet de boîtes, mais c'est souvent un aller-retour aussi dans les questions. Peut-être, ils vont dire, l'archiviste à qui on a donné question, identifier ces documents-là,
peut-être regarder ça, puis revenez avec les questions. Là, souvent, on a un système de questions qui est assigné, puis souvent, il y a plusieurs parties parce que les réponses sont complexes. Puis ça se fait rapidement, ça? Ou, étant du monde des médias, je suis comme, est-ce que je dois m'attendre à une journée, une semaine, un mois, une heure? C'est quand même pas. On a quand même des normes de service, là. Je les sais pas où. Malheureusement. Mais c'est dans quelques semaines, là, habituellement. Là, ça se fait quand même assez vite. Pour une consultation. Non, mais pour avoir des réponses, disons. OK. D'accord. Donc il faut, si je prévois un documentaire ou, tu sais, ça aide à guider le genre de recherche ou de demande qu'on peut faire quand il faut attendre quelques semaines avant d'avoir un retour complet ou exhaustif. Ça dépend de la complexité de la question. En fait, c'est surtout ça. Parce qu'il y a des questions où les archivistes de référence ont déjà des questions comme ça. Ils connaissent certaines parties de la collection, peuvent répondre rapidement, mais ça peut, lorsque ça demande de la recherche de la part de l'archiviste de portefeuille, ça peut être plus long. Ouais. D'accord. Il y a une question tout en arrière. Bonjour, je m'appelle Daniel et je suis prestidigitateur comme vous. Un commentaire, une question. Mon commentaire, c'est j'espère que la dernière minute et demie sera conservée pour Anthologie à jamais. J'ai tout aimé de la réponse gouvernementale du quelques semaines, quelques jours. J'ai tout aimé de ça. J'espère qu'on va la garder pour les archives. Mais au-delà de ça, est-ce que n'importe qui vous dépose des documents du genre, mettons, là, à ma mort? C'est très... n'importe qui, là, vous envoie une boîte, ça va être traité automatiquement. Non, la réponse est non. La réponse est non. La réponse est non. Donc, il faut qu'il y ait un intérêt historique ou société. Oui, théoriquement, il y a des aux archives privées, il y a des critères aussi. Il faut que les gens aient carrière d'envergure ou nationale ou une entreprise, tout ça. Mais sinon, on fait pas juste dire non, on les renvoie des fois vers des services d'archives provinciaux, plus locaux. C'est quand ça veut pas dire que c'est pas digne d'être collecté, mais le petit ça peut être quotidien des gens, si on peut appeler ça comme ça, il est intéressant d'un point de vue historique, comment on vit, qu'est-ce qu'on fait, qui on est. Il y a comme une constellation de centres d'archives après régionaux, locaux, des fois par quartier, dans des villes plus importantes. Ça fait qu'il y a ça aussi qui existe, ou même des fois associatifs. C'est étonnant le nombre de centres d'archives qui existent un peu partout. Les grands syndicats en ont. Il y a les écoles, vous redirigez les gens vers ça, ce genre de centre-là, dépendamment de la pièce qui est proposée. Là. Exactement. OK. Puis est-ce que l'avènement de l'intelligence artificielle a un impact dans les 2 dernières années sur votre travail, sur la vitesse à laquelle vous pouvez archiver ou transcrire? Je suis curieux. Réponse dans une semaine. Non, mais on le savait qu'il y aurait... on s'est dit, va falloir terminer sur l'IA. Là, il va y avoir... quelques endroits plus larges dans l'archivistique comme international, je connais des archives qui... nous avons discuté tout à l'heure de... On trouve dans le catalogue une vidéo avec un titre prometteur, mais la description du sujet est très faible. C'est comme une phrase qui ne dit pas beaucoup. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, l'IA écoute toute la vidéo pour faire ressortir des mots-clés. Alors peut-être nos recherches à l'avenir vont se fier à ce mécanisme. Mais... non, c'est moi. J'ai accroché le fil HDMI. Pas dans l'audiovisuel, mais dans le monde textuel, des manuscrits écrits par la main. Maintenant, l'intelligence artificielle lit ces documents, mais l'intelligence artificielle n'est pas bilingue. Alors, il a beaucoup de difficultés de comprendre quand on change de langue, même dans un seul formulaire. La langue évolue aussi. La langue, le français de... J'imagine qu'on peut apprendre, il y a des
l'ancienne manière de parler. Mais en fait, sur la transcription, ça, c'est un manuscrit qui vient de Bibliothèque et Archives Canada que j'ai utilisé pour une de mes histoires, sur l'histoire d'une fraudeuse médium qui s'est cachée dans un village au début du 20e siècle au Québec. Wow. Puis une résidente de Saint-André d'Argenteuil avait trouvé ce manuscrit-là dans une boîte à Bibliothèque et Archives Canada. C'est 200 pages écrites en pâte de mouche. Ça n'a jamais été publié, mais c'était dans une boîte comme ça. Et c'est l'histoire de cette médium-là qui était l'ennemi de Harry Houdini, de passage dans un village au Québec pendant 1 an sous une fausse identité. Wow. Puis là, moi, elle m'a envoyé les photos, j'en ai fait un PDF, puis il y a un outil en ligne qui s'appelle Transcribus, qui est utilisé dans le monde académique, et c'est des engins entraînés sur des écritures en pâte de mouche, sur des millions de documents, et là, on est capable d'avoir des transcriptions à côté, lisibles, fiables à 95-98%. Donc déjà, ça, c'est vraiment un avancement intéressant là, pour traiter les archives, là. C'est un exemple d'IA. On a un bon projet, une collaboration avec Transcribus. Oui, c'est ça. Bibliothèque Archive. Tout à fait. Peut-être on a-tu le temps pour une dernière question ici? Oui. Marine Fleury, réalisatrice, formatrice aussi. Donc, moi, j'avais une question et une suggestion. La première question, c'était est-ce que ça coûte quelque chose quand on vous appelle, vous écrit ou on fait une demande si vous nous envoyez un fichier habituellement? J'imagine qu'il y a des frais. Par exemple, à Radio-Canada, il y a quand même des frais. Fait que j'avais cette question-là. Puis ma suggestion par rapport à ce qui vient d'être dit, moi, ce que je trouve qui est frustrant quand on fait de la recherche, c'est que des fois, les universités ont des différents fonds, la BANQ, et quand on commence à faire de la recherche, des fois, on se perd, puis on se tanne, puis je me dis que si, justement, l'IA pouvait faire un gros moteur de recherche de tous les centres d'archives du Canada francophone, puis là, justement, qu'on ferait les recherches, que ça nous ressorte, parce que là, il faut que tu ailles sur la BAQ, après ça, la BANQ. Là, tu cherches quelque chose à l'Université de Concordia, tu vas là. Puis là, et des fois, c'est comme infini, puis là, des fois, on les connaît pas non plus. Fait que je trouve qu'en l'intelligence artificielle, ce serait un beau projet de rassembler tous les moteurs de recherche, puis on serait à un seul endroit, puis on pourrait trouver ça. Voilà, c'était ma suggestion. Je peux répondre à la première question. Pour ce qui est de poser des questions, même consulter à Ottawa, ça, tout est gratuit. C'est un service qui est offert à tous les citoyens canadiens. Puis les questions, ça, c'est ça. Il n'y a pas de frais pour ça. Je sais qu'il y avait des frais de reproduction. Je ne sais pas à quelle hauteur qu'on les envoyait sur CD. Là. Si on l'envoie, on se met à envoyer de manière virtuelle. J'imagine que l'espace coûte quand même quelque chose, fait que je sais pas où on est malheureusement là-dessus. Puis pour l'autre question, ça serait un beau projet théorique. Il faudrait pour ça que toute l'information des bases de données de chacune de ces institutions-là soit en données ouvertes et soit rassemblée. Mais le plus possible, je sais que les archivistes, quand ils font des descriptions de fonds et tout ça, mettent des notes quand il y a des documents connexes qui connaissent, qui existent ailleurs. On essaie de faire le plus de liens. C'est comme tu disais, André, au début, c'est ça, le contexte. Moi, c'est toujours le mot qui revient, c'est au cœur de notre travail. Être archiviste, c'est de reconstituer le contexte autour des documents. Donc, on essaie, c'est ça, le plus souvent de mettre des notes, documents connexes, ils existent, dans telle institution ou dans telle autre institution, des documents aussi là-dessus, mais c'est pas toujours le cas, malheureusement. Puis j'ajoute quelque chose, oui. Les frais de reproduction sont, on peut trouver sur la page, sur la page web, même s'ils sont en train, comme la façon de les livrer, est en train de se moderniser. Ça va changer aussi. Et c'est intéressant de trouver une langue commune, des métadonnées, des archives pour que les archives et les fonds peuvent se parler. Et pour revenir, si je peux, à la toute première question, aussi, si on pense au délai entre une recherche, oui, peut-être des questions, et ensuite une première consultation parce que c'est gratuit,
Alors moi, quand j'ai fait mon projet, j'ai consulté 100 films, 120 films, et ensuite, j'ai commandé une reproduction d'une trentaine, une quarantaine de films. Et le délai pour les reproductions, c'est 8 semaines. Parce que des fois, il faut chercher le bobine de pellicule, faire scanner, faire des ajustements de couleur, son et transcoder, des choses comme ça. Alors, planifier un projet avec les archives, ça implique aussi un certain délai de temps aussi. Bien, merci beaucoup Anne-Claire, Nicolas, Brian, merci, on les applaudit. Merci pour votre écoute aussi. Le festival se poursuit.